toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Filière Sport. Vous le savez, votre rendez-vous Sport Éco à suivre chaque mois sur notre antenne. Sport en France, ce mois-ci, la thématique, c'est l'heure de faire le bilan du tourisme sportif après cette période si particulière. On découvre tout de suite le sommaire de notre émission. Quel bilan pour les professionnels du tourisme sportif après cet été 2020 si spécial? Qui sont les gagnants, qui sont les perdants? Nous en discuterons avec nos invités dans la première partie de notre émission. En seconde partie, le bilan également pour la filière cycle. Le vélo plus que jamais un phénomène durable. Les professionnels ont-ils résisté au Covid? Quelles évolutions pour les années à venir? Éléments de réponse à la fin de notre émission. Bonjour à tous et bienvenue à mes invités que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau pour la première partie de cette émission. Jean-Charles Perrin, fondateur et créateur et directeur du développement de Run for You. Vous créez des événements, vous nous direz en quoi consiste votre activité. Merci d'être avec nous. Bon. Joël Retailleau, vous êtes directeur général de l'Association nationale des maires des stations de montagne en France. Et avec vous, nous allons dresser un bilan de cette saison du tourisme, notamment donc à la montagne, un bilan de l'été 2020. Messieurs, on va commencer la première partie de cette émission. Et cette première partie, elle s'appelle Money Time. Le tourisme bilan de l'été 2020, voici la thématique que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Filière Sport. On va commencer avec vous, Jean-Charles Perrin, merci d'être avec nous. Votre métier, si je peux simplifier au maximum, c'est vraiment la création d'événements, mais pas que. Présentez-nous en quelques mots Run for You. Alors bonjour déjà, et Run for You, c'est une agence de conseil qui accompagne les événements dans soit leur création, leur développement, leur repositionnement, dans les aspects commercialisation, de communication et puis de marketing. Après on déploie quand c'est nécessaire, mais on va de l'idée à la réalisation des événements. Vous êtes propriétaire de vos événements ou... Pas tous. D'accord. Pas tous. Donc certains, vous êtes propriétaire par exemple Tous les éco-trails sont notre propriété. Qu'est-ce que vous entendez par éco-trail? Éco-trail, c'est un concept de trail, donc course nature qu'on a implanté en ville. Donc, le premier qui a été créé, c'est à Paris. C'est 14 000 participants qui découvrent en fait les sentiers dans l'arrivée de la Tour Eiffel. Et puis on les a déployés dans 12 autres pays. Le principe, c'est d'inviter les gens à passer de la route au trail. Ça, c'est des choses qu'on possède. Et donc vous aidez également des sociétés qui veulent créer leurs événements, à le créer et même à les commercialiser. Voilà, comme la Tour Eiffel, qui voulait créer un événement qui magnifie le bâtiment. Donc on a créé la verticale de la Tour Eiffel, qui est l'ascension du parvis au sommet par les escaliers. Donc ce genre de choses qu'on fait. Alors Jean-Charles, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Quel bilan faites-vous à votre échelle, créateur, organisateur d'événements de cet été 2020? Est-ce que l'activité s'est déroulée normalement? L'activité a été nulle. Zéro? Pas d'activité. D'accord. Une seule activité qu'on a eue, en fait, c'était de démonter ce qu'on avait prévu de faire. Puisque avec les annonces, bon, le confinement, c'est clair, premier trimestre, le premier événement qu'on a dû gérer un peu dans la crise, alors ça a été en Italie, avec l'éco-trail de Florence, qui a été annulé, purement et simplement, et puisque la situation en Italie était encore plus complexe qu'en France. Et puis l'éco-trail qui était prévu dès mi-mars, une semaine avant, en fait, on a été confinés. Donc on l'a reporté en octobre. Et à partir de là, vous gérez en fait le fait que ça n'ait pas lieu. Alors celui-là a été reporté, donc on a accompagné le report. Et puis là, en début septembre, on a annulé le report. Ah, donc là, report en octobre, mais du coup, il y a 15 jours, on a... Il ne va pas se passer cet éco-trail? Non, on a décidé de l'annuler. De votre propre chef, parce que hier, le ministre de la Santé a annoncé une série de mesures. Vous savez, on a des règles qui sont... Ah oui, on est déjà beaucoup dedans. Les jauges qui ont été évoquées dans un premier temps de 5000 personnes, quand vous avez un événement qui fait 15 000, déjà, vous n'êtes pas dans la jauge. Alors, l'éco-trail a cette spécificité d'avoir 6 événements qui partent d'endroits différents. Donc, on était encore dans la jauge, puisqu'il n'y avait aucune course qui était à plus de 5000. Mais les décisions, là, la jauge est tombée à 1000. Donc, nous, par anticipation, et on travaille en plus avec 3 préfectures. Donc, 3 préfets qui gèrent les choses indépendamment les uns des autres. Il y a une complexité assez dense. Et au final, par respect pour les participants, les partenaires aussi, qui commençaient à engager des dépenses aussi pour déployer, on a dit, bon voilà, on jette l'éponge et puis après, vous devez gérer. Donc en fait, tout l'été, tout le printemps, on a géré le démontage des choses qui étaient prévues
avec l'anticipation de se dire, tiens, en fin d'année, on va quand même pouvoir en faire. Et puis là, on arrive à la fin d'année, en fait, on est en train de se dire qu'on ne va pas les faire. Donc on redémonte ce qu'on avait commencé à monter. Donc l'activité, pour répondre, c'est nul. C'est très clair. Joël Retailleau, vous êtes directeur général de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Alors l'association, elle n'est pas très connue du grand public, je ne vous porte pas offense en disant cela. Quelles sont les missions de votre association ? C'est une association d'élus. Nous représentons une centaine de stations sur l'ensemble des massifs français. Et la mission première de l'association, c'est de porter la voix des maires des stations auprès des pouvoirs publics. C'est cette partie. Et puis également, on a toute une partie d'accompagnement de nos adhérents, nos maires adhérents. C'est du lobbying. Et puis un peu de juridique, un peu de technique, etc. Voilà. La montagne, ça vous gagne, comme on dit. Tout le monde connaît ce fameux slogan publicitaire. On a entendu beaucoup de choses cet été. Les Français, forcément, devaient rester en France. Voilà, il y a eu, on n'a pas eu les étrangers. On a entendu que la montagne avait rencontré un fort succès. Alors, c'est l'heure de faire le bilan et vous allez nous dire un petit peu la réalité qu'a été cette activité de la montagne cet été. Comment ça s'est passé ? Comment se porte l'activité du tourisme à la montagne l'été et pendant cet été 2020 ? Alors, il a fallu tout d'abord rassurer effectivement les vacanciers sur leur futur séjour estivaux et notamment sur la destination montagne. Donc, il y a eu une grande campagne de communication qui a été réalisée sous l'égide de France Montagne. On peut voir les images. Avec pour la première fois l'ensemble des massifs français qui se sont unis pour communiquer, rassurer les vacanciers et puis leur donner envie de redécouvrir la montagne. Et donc ça, les résultats effectivement sont très satisfaisants pour cet été, puisque sur la saison, l'ensemble de la saison d'été, on a une progression de 7,5% par rapport à 2019. Sur le taux d'occupation ? Alors c'est taux d'occupation tout à fait considérable, c'est sur toute la saison, alors que la saison avait démarré en dedans, évidemment, au mois de juillet, puisqu'on a connu tout au long de la saison des réservations de dernière minute. Ce qui fait qu'on a eu un mois d'août tout à fait exceptionnel, un mois d'août exceptionnel avec plus 14,5% de taux d'occupation entre 2019 et 2020. Qui sont ces gens qui sont revenus à la montagne ? Ce sont des gens qui ont des résidences secondaires qui n'y allaient plus ? Ce sont des Français qui se sont dit tout compte fait, on peut aller nulle part, on va tenter la montagne. Quel est le profil ? Oui, on a beaucoup de vacanciers qui avaient l'habitude de partir à l'étranger et qui se sont tournés notamment vers la montagne. Il y a d'autres destinations, mais notamment vers la montagne. On a beaucoup de propriétaires de résidences secondaires qui n'avaient plus l'habitude de venir dans leur chalet ou dans leur résidence en été, qui sont revenus cette année et qui ont redécouvert les bienfaits, les atouts de la montagne, les grands espaces, l'air pur, la distanciation, et donc qui reviendront probablement l'été prochain. Donc voilà, et puis de nouveaux vacanciers qui ont découvert pour la première fois la montagne, qui a pu leur offrir beaucoup d'activités de plein air, VTT, escalade, randonnée, et qui correspondaient particulièrement aux attentes des Français cet été, après la première partie d'année très difficile que nous avons tous connue. Alors forcément, l'inquiétude était toujours là. Quelles adaptations il a fallu effectuer pour que cette saison estivale se déroule de la manière la plus normale possible ? Alors, comme je vous le disais, il a fallu rassurer dans un premier temps les vacanciers, donc avec un certain nombre de messages, leur faire comprendre ou découvrir que la montagne comportait énormément d'atouts. Et puis, concrètement, les élus, les professionnels ont mis en place un certain nombre de protocoles sanitaires pour que l'ensemble des activités, l'accueil se passe évidemment le mieux possible, l'ensemble des activités également, et qu'on ait le plaisir, qu'on garde ce plaisir de venir à la montagne malgré ces mesures et ces contraintes sanitaires. Alors Jean-Charles, vous êtes touché de plein fouet par cette crise. Je ne suis pas tout seul. Oui, mais quelles sont les perspectives que vous avez maintenant ? Quelles sont les prochaines échéances, votre prochain rendez-vous ? Le prochain rendez-vous, c'est la décision officielle que prendront, par exemple, les mairies d'Issy-les-Moulineaux et de Boulogne quant aux événements qui sont prévus dans mi-novembre et mi-décembre. Sans dévoiler de grands secrets, il y a très 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 peu de chances en fait que les événements aient lieu, parce que les contraintes se renforçant, la sécurité prime et donc les élus responsables comme ils sont, vont pas, je pense, basculer dans les événements. Donc, on peut refaire un point précis sur les annonces du ministre de la Santé qui ont eu lieu le 23 septembre.
dans quelle mesure cela vous concerne ? La jauge et des événements passe de 5000 à 1000. Donc dès que vous avez 1000, on entend par 1000, c'est les participants, les encadrants, les bénévoles, tous les gens qui gravitent autour d'une épreuve. Quand vous avez, par exemple, je vais prendre la corrida de Noël Lissimonou ou le semi-marathon de Boulogne, c'est des courses qui réunissent plus de 10 000 personnes. Donc soit vous les morcelez en 10, 20 épisodes, ce qui n'est pas concevable, soit vous ne les faites pas. Donc les prochaines échéances, nous on attend un vaccin en fait. Ah oui, donc vous en êtes là. Nous on est en train de se dire, vous voyez, quand on a décalé les Cottrails en octobre, mi-mars, on s'est dit, on est sécuritaire, on ne prend pas de risque. Puis là vous vous apercevez que vous ne le faites pas. Et là, il y a le rebond, on est tous dedans, rebond, ça veut dire que d'ici la fin d'année, il ne va rien se passer. Or, le problème qu'on a, en fait, nous, en tant qu'organisateurs d'événements, et ça, on en avait beaucoup parlé avec l'Union Sport et Cycle, c'est que nous, on a des phases d'anticipation qui sont de 4 à 6 mois, minimum. C'est-à-dire que vous faites des investissements, vous passez du temps à produire les choses, et vous n'avez aucune garantie qu'ils vont avoir lieu. Et donc là, on est en train de se dire que le premier semestre, on n'a vraiment aucune garantie que les événements... Vous, avant l'été 2021, en gros, il ne va rien se passer. Nous, on aimerait que ça soit différent, mais réalistement, on est en train de s'organiser pour que ça soit pas comme ça. Et financièrement, comment ça se passe ? On a la chance en France d'être vraiment accompagné. Puisque le chômage partiel, on y a droit, ça a été prolongé. Le schéma schizophrène dans lequel on s'est installé, c'est que nous, on a pris le parti, avec beaucoup d'organisateurs qui veulent produire des événements et pas forcément attendre que des aides, ont pris le parti de préparer les événements, donc faire travailler les gens. Donc, quand vous les faites travailler, vous ne les mettez pas au chômage partiel. Et quand l'événement n'a pas lieu, en fait, vous avez travaillé à perte. Et ça, c'est une vraie problématique. Contrairement à un club de tennis où on vous donne le go, vous ouvrez la porte, vous nettoyez, vous ouvrez les portes et les gens viennent. Nous, nos portes, elles mettent 4 à 6 mois à s'ouvrir et la difficulté en fait qu'on a, c'est ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas de garantie que des événements vont vraiment pouvoir avoir lieu, alors, de masse, j'entends, donc qui sont au-delà des 1000 aujourd'hui, voire des 5000 hier. On n'a aucune garantie de pouvoir faire des événements qui vont avoir lieu. Est-ce que vous demandez des aides supplémentaires à l'État pour soutenir les organisateurs, les créateurs d'événements comme vous ? Des aides supplémentaires, moi je suis pas mal à l'étranger, on est gâtés. Hein. Par rapport à l'étranger, on est gâtés. Il y a des pays où vous n'avez rien, c'est débrouillez-vous. Il n'y a pas de business, c'est pas la responsabilité de l'État de faire les choses, il faut que vous ayez ça en tête. Donc nous, on en profite, 84%, et je ne suis pas à défendre, mais objectivement, vous n'avez pas de business, vous mettez vos gens au chômage partiel, à 84%, c'est pris en charge par l'État, 84%. C'est-à-dire que vous avez la capacité de garder vos salariés dans l'éventuel rebond qu'on attend tous. Parce que c'est bien à la rigueur de trouver la solution du licenciement. Moi, les gens, on les a formés, on travaille bien avec eux, on n'a aucune envie de les licencier, donc on vous donne l'opportunité de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que quand ça repart, vous avez l'opportunité d'avoir des gens compétents pour faire les choses. Et ça, on a cette chance-là. La difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que va être la fin de la période. Donc aujourd'hui, on a une lisibilité jusqu'à fin décembre. Si je devais demander quelque chose de supplémentaire par rapport à aujourd'hui, ce serait de dire donnez-nous l'opportunité d'aller jusqu'à juin. Parce qu'avant l'été, il n'y a vraiment aucune garantie. La montagne cet été, on l'a compris, ça s'est très très bien passé. Mais maintenant, place à l'hiver. Préparons la future saison d'hiver, effectivement. Et là, quel est votre sentiment par rapport à cette saison d'hiver qui arrive ? Ça s'annonce quand même compliqué, non ? Alors, effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que les touristes étrangers seront là ? Beaucoup d'interrogations, surtout que l'on voit que la situation se dégrade un peu partout en Europe, notamment. Donc il faut là aussi à nouveau rassurer les touristes français. Les touristes français seront-ils au rendez-vous ? Ceux qui ont l'habitude de venir le seront certainement. Peut-être que d'autres qui ont l'habitude de partir à l'étranger en hiver viendront également à la montagne. On va quand même pas nous faire porter un masque sur les pistes de ski, rassurez-moi. Alors, pas sur les pistes de ski. En revanche, il y aura un certain nombre de mesures effectivement qui seront prises, sur lesquelles nous avons communiqué récemment pour rassurer un petit peu tout le monde, sans doute sur les remontées mécaniques un petit peu, et puis dans les établissements, mais comme partout. Simplement, on souhaite rassurer l'ensemble des vacanciers pour leur dire que la destination montagne,
elle est ouverte évidemment cet hiver, qu'ils n'hésitent pas à réserver. Il y a aussi là encore des facilitations pour réserver et puis éventuellement annuler au dernier moment. Donc bon voilà, les choses sont ouvertes. Tout ce qui, seule la situation sanitaire décidera un petit peu de ce que nous pourrons faire cet hiver. Malheureusement, nous en sommes un peu tous là. Messieurs, c'est déjà à la fin de la première partie de cette émission. Joël Retailleau, merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Charles Perrin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour les mois qui arrivent? Une bonne santé déjà. Une bonne santé. Et puis après, effectivement, qu'on arrive à trouver une solution à cette crise sanitaire qui pénalise les événements sportifs, certes, mais pénalise la société dans son ensemble. Et ça, c'est vraiment le vœu qu'on peut se souhaiter. Jean-Charles Perrin, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On passe à la seconde partie de notre émission. Et comme d'habitude, dans Filière Sport, dans la seconde partie, nous parlons de vélo. C'est l'heure du contre-la-montre. Seconde partie de cette émission, Filière Sport. Vous le savez, on parle toujours de vélo. Cette partie s'appelle le contre-la-montre. Et avec moi, pour parler de vélo, un marché en perpétuelle progression, mais également qui connaît des mutations profondes, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Thomé de Vélo et Territoire, ainsi que Joachim Lombard, conseiller technique national à la Fédération française de cyclisme. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Sport en France. Nous allons étudier certains chiffres, nous allons parler de certains chiffres. Je précise que ces chiffres proviennent d'une étude réalisée par notre partenaire sur cette émission, l'Union Sport et Cycle, qui elle-même a réalisé cette étude en partenariat avec Sport Heroes. Le contexte, la croissance du marché du cycle exponentielle depuis quelques années, à mesure que les thématiques d'écologie, de mobilité douce et de bien-être sont plébiscitées, mais la crise du Covid est venue stopper un petit peu tout ça. Bonjour Camille Thomé, alors vous êtes de Vélo et Territoire. Tout d'abord, qui représentez-vous et quelle est l'activité de Vélo et Territoire? Alors Vélo et Territoire, c'est une association dont les adhérents sont des collectivités territoriales, les aménageurs du réseau cyclable si vous voulez. Et ça fédère une grosse centaine de collectivités, dont 11 régions, 64 départements et une grosse trentaine de PCI, comme on dit dans le jargon. Ça va de la métropole du Grand Lyon à Nantes Métropole, à Lille Métropole et au parc naturel régional du Haut-Languedoc, des territoires qui sont tournés vers notre objectif stratégique, la France à vélo 2030, qui vise 12% de part modale vélo en 2030. Qu'on comprenne bien, vous avez une mission de service public? On pourrait appeler ça comme ça, oui, parce qu'on coordonne les acteurs et les aménageurs du réseau, les acteurs publics qui aménagent et qui réalisent les pistes et aménagements cyclables, à le faire de manière coordonnée et cohérente autour du schéma national des véloroutes, entre autres, et ses ramifications régionales, départementales et locales. Et qui finance Vélo et Territoire? Alors, ce sont les collectivités adhérentes pour les 2 tiers, et puis il y a un gros tiers également qui est issu de financement, issu du ministère de l'écologie, du ministère un peu de l'Intérieur sur le volet sécurité routière, observation des modes actifs et l'ADEME. Et un petit peu l'Europe aussi sur certaines coopérations européennes. Alors Camille Thomé, vous devez être absolument ravie puisque le vélo connaît une progression quasi exponentielle depuis quelques années. Alors il y a eu la crise du Covid qui est venue un petit peu stopper tout ça. Comment est-ce qu'on explique que le vélo revienne autant à la mode? Elle revient autant à la mode, oui, et de façon assez spectaculaire, particulièrement depuis le déconfinement. Alors, il y aurait plusieurs explications. Tout d'abord, son efficacité. Alors, je ne vais pas faire l'article aux partenaires de l'Union Sport et Cycle, mais c'est vrai que pour bon nombre de déplacements, plus de 50% des déplacements en France, tout territoire confondu, font moins de 7 km. Tous ces déplacements peuvent se faire à vélo. Or, ce n'est pas local où on s'en fout aujourd'hui. Ça, c'est un premier point, c'est son efficacité. Le deuxième point, c'est l'effet un petit peu Covid. Évidemment, au déconfinement, tous les territoires denses, notamment, qui se retrouvaient avec un report d'usagers du transport collectif vers la surface et, si possible, un transport ou une mobilité individuelle distanciée. On ne doit pas mettre de masque quand on est sur un vélo et ça fait du bien. C'est vrai que c'est le petit bonus qui fait plaisir et qui fait que là, en ce moment particulièrement, c'est assez jubilatoire de pouvoir circuler à vélo sans masque. Et par ailleurs, c'est quand même du coup un allié du transport public parce qu'on est dans le même type d'efficacité sur la mobilité et à la fois
on allège le transport public, donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Camille Thomé, le vélo à assistance électrique connaît un succès très particulier, plus 12% des ventes en 2019, quand les ventes de vélos traditionnels, elles, ont baissé d'entre 5 et 6%. Est-ce que le vélo électrique est amené à remplacer le bon vieux vélo traditionnel que nous connaissons ? Alors, je ne pense pas, mais je pense qu'en revanche, il va être adopté par tout un pan de population et d'utilisateurs qui n'auraient, sans le vélo électrique, pas choisi ce mode de déplacement. Donc c'est très vertueux. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est que souvent, le vélo à assistance électrique est le mode transitionnel vers la pratique du vélo et permet à des ménages de se passer de la deuxième voiture. Et là, ça devient intéressant. Et notamment, est-ce qu'il y a un lien avec l'utilisation en zone rurale ? Parce que finalement, en zone urbaine, à Paris, c'est très facile. On a une carte Vélib, on prend un Vélib, on se déplace d'un point A à un point B. Mais pensons à nos amis qui vivent dans des zones rurales. Tout se fait en voiture. Est-ce que le vélo électrique va devenir une alternative pour ces gens-là ? Oui. Moi, j'y crois très fort. Et d'ailleurs, il y a des acteurs publics qui y croient très fort. La semaine passée, j'étais en Mayenne. Voilà, ce n'est pas un territoire connu pour sa densité de population. C'est rural, vous pouvez le dire. C'est un département rural qui a une desserte de transport en commun qui n'est pas très importante, etc., qui pour autant développe un réseau de voies vertes, donc séparé du trafic motorisé, ce qui est tout à fait intéressant parce que là, on peut imaginer qu'en combinant le vélo assistance électrique plus les voies vertes, on fait du vélo de 7 à 77 ans pour les fameux trajets situés entre 1 et 7 km. On couvre quand même le spectre de tous les motifs de déplacement au quotidien. Joachim Lombard est avec nous, conseiller technique national à la Fédération française de cyclisme. Joachim, les vélos sont connectés, les cyclistes sont connectés. Quelles sont les incidences sur la pratique de vos licenciés ? C'est vrai que le cyclisme, c'est une discipline très particulière qui bénéficie de nombreux objets connectés. Vraiment, on est dans les toutes premières disciplines concernées. Des montres, des GPS, des compteurs, des cardiofréquencemètres et puis même des outils technologiques comme des capteurs de puissance. Les usages, ils sont multiples. En fait, ça peut concerner la haute performance, la recherche de la haute performance, avec maintenant des data scientists qui évoluent dans les fédérations comme la nôtre pour analyser, agréger toutes ces datas, les traiter et les proposer, je dirais, aux entraîneurs pour qu'ils fassent les bons choix. Donc ça, c'est un premier usage possible de ces objets connectés. Ça, c'est un peu professionnel. C'est très lié à la haute performance, c'est très professionnel. Après, sur le loisir, sur le grand public, ça modifie bien sûr la pratique du vélo. On va décharger le tracker sur une application, sur une plateforme. Ça rend le cyclisme plus sexy ? Oui, c'est extrêmement stimulant, c'est très motivant pour les pratiquants. Ils ont les kilomètres, la distance, le dénivelé, les cumuls par semaine, par mois. Ils ont des bonus, des défis, des challenges, etc. Donc ça, il y a une sorte vraiment de challenge permanent grâce à ces objets connectés. Ouais. Camille Thomé, on parle de vélo taffeur, c'est quoi ? C'est le fait d'aller au taf à vélo, autrement dit d'aller travailler à vélo, de faire du domicile-travail à bicyclette. Est-ce que vous connaissez le profil de ce vélo taffeur ? Alors avant, dans l'autre temps, quand on était un pays complètement sous-développé niveau vélo, on aurait dit des cyclistes un peu de l'extrême, convaincus, qui vont mordicus dans toutes les conditions, par tous les temps, et en rampant s'il faut. Un peu comme vous, quoi. Ah non, j'ai quand même pas cette prétention-là. Et maintenant, le vélo taffeur, alors c'est très difficile de définir parce que ça devient monsieur et madame tout le monde. Et c'est ça qui est formidable. On a atteint la masse critique où le vélo en France va se développer de façon exponentielle. On est à plus 30% depuis le déconfinement par rapport à l'année dernière. Plus 30%, c'est énorme au niveau des fréquentations cyclables mesurées, tout territoire confondu, urbain, périurbain, rural. Et là, la masse critique va faire que tout le monde se dit pourquoi pas moi ? Il y a 1000 km à peu près développés ou en développement d'aménagement cyclable de transition, ces fameuses coronapistes, comme on dit dans le milieu journalistique. Ça facilite beaucoup la mobilité à vélo des vélos taffeurs de 7 à 77 ans, là encore, avec des profils qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, des mères de famille, des personnes d'un certain âge, des néocyclistes dans tous les sens. Joachim Lombard, vous êtes la Fédération française de cyclisme, vous
vous êtes plus sur la compétition, mais comment est-ce que vous accueillez ce genre de nouvelles, que de plus en plus de personnes prennent le vélo? Est-ce que c'est bon pour la Fédération française de cyclisme? Alors non seulement c'est extrêmement bon, et surtout je dirais le projet de la Fédération française de cyclisme, c'est de s'ouvrir à toutes les pratiques du vélo. Et donc on est totalement concerné par le sujet notamment de la mobilité à vélo dont on parle à travers différents aspects. Je pense premièrement au savoir rouler à vélo, qui est un dispositif d'apprentissage du vélo en autonomie pour les 6-11 ans, sur lequel on est extrêmement impliqué aux côtés du ministère de l'Éducation nationale. Donc on a porté des actions assez fortes là à la rentrée, notamment en lien avec le Tour de France. Et ensuite, on est aussi impliqué sur la remise en selle, c'est-à-dire l'apprentissage plutôt du vélo chez les adultes. N'oublions pas qu'il y a encore des adultes qui parfois ne savent pas faire de vélo ou qui ont besoin simplement de se refamiliariser avec un vélo assistance électrique, avec les fondamentaux de l'activité vélo. Donc on est vraiment centré sur l'apprentissage du vélo et on ouvre aujourd'hui des activités sur la formation même des étapes, donc des éducateurs territoriaux dans les collectivités territoriales. Donc bien sûr qu'on est mobilisé sur le sujet vélo. On passe tout de suite au e-cycling qui devient un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur et dont vous avez pris la mesure à la Fédération française de cyclisme. Qu'est-ce que le e-cycling? C'est simplement le fait de faire du vélo sur ce qu'on appelle un smart trainer devant un écran en étant connecté. Et donc l'activité vélo, l'activité physique, elle est connectée à une plateforme et donc on peut après soit être tout seul et pédaler devant un paysage qui défile, soit être à plusieurs et faire des compétitions, des challenges. Donc là il y a les pros, les amateurs, tout le monde peut... C'est ouvert à tous. On peut y participer. C'est ouvert à tous, donc il y a un peu de lecture, il y a une lecture plutôt loisir, développement de la pratique, ça répond à un besoin notamment en ville. Je pense que c'est parfois compliqué d'aller faire une sortie de vélo quand il fait nuit, le soir à 18h et que c'est plus facile peut-être chez soi de faire 1 heure comme ça de vélo un peu ludique en e-cycling. Et puis après ça prend une dimension, ça c'est récent, plutôt sportive, vu qu'il y aura les premiers championnats du monde de e-cycling au mois de décembre. D'accord, donc là, pas de problème de Covid, chacun chez soi et tout est connecté? Chacun chez soi, avec le même matériel. C'est nouveau, c'est la première fois que ça se fera donc, au mois de décembre, donc on va être dans cette aventure-là. Le matériel sera standardisé et il y aura un vrai titre de champion du monde. Et qui va y participer? Les coureurs traditionnels? Non, c'est réservé uniquement aux athlètes qui sont soumis au contrôle antidopage, donc c'est plutôt les athlètes soit de haut niveau, soit professionnels. Donc on est vraiment sur l'élite. Et qui ne font pas forcément de vélo? Nous, c'est cyclisme. Oui. Si, qui font Non, mais je veux dire, Nairo Quintana, il va participer? Peut-être. Vous attendez sa réponse, quoi. Pas pour le compte de la Fédération française de cyclisme, mais peut-être qu'il y participera. Ouais. D'accord. Camille Thomé, pour conclure cette émission, rapide, donc vélo et territoire, on l'a dit, vous avez une mission d'aménagement au niveau national. Est-ce que les infrastructures aujourd'hui sont suffisantes, selon vous, tout simplement? Non, elles ne sont pas suffisantes. C'est clair que non. Enfin, il suffit de circuler à vélo pour s'en rendre compte. Ce que l'on vise à horizon 2030 à Vélo et Territoire, c'est de rajouter 100 000 km. 100 000 km d'itinéraires supplémentaires. D'accord. Avec une homogénéité au niveau du territoire, ou on met tout à Lyon, Paris, Marseille? Non, absolument pas. C'est un maillage cyclable, continu et cohérent qui maille le territoire et pour en finir avec les pointillés. On aurait pu faire 30 minutes de plus sur le sujet du vélo, tellement c'est passionnant, mais malheureusement c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir regardés et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Filière Sport. Très très bonne soirée à tous sur Sport en France.